bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc pour cette deuxième session de la matinée qui est orientée donc veille et knowledge management et qui est titrée, vous le voyez, symbiose entre veille stratégique et base de connaissances, les meilleures pratiques. Autrement dit, comment une veille bien construite permet d'alimenter et d'enrichir la base de connaissances de l'organisation. Alors, pour développer ce sujet avec moi ce matin, Marion Batteux de Quantica. Bonjour Marion. Bonjour. Et Louis-Marc Pérez d'IXO. Bonjour Louis-Marc. Alors, peut-être Marion et Louis-Marc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous pourriez présenter vos entreprises et puis vos fonctions et vos expertises respectives. Marion, peut-être, pour démarrer. Alors donc, Quantica, c'est une solution qui est dédiée à la gouvernance de la formation, qui existe depuis plus de 30 ans, et on accompagne nos clients donc sur la gestion des connaissances, la veille, mais aussi la gestion documentaire, la construction d'intranet. Et on intervient auprès d'organisations de taille très variée, donc des grands comptes, des collectivités, des institutions, des associations, et dans des secteurs d'activité qui vont être multiples, donc le juridique, le conseil, la santé, la recherche, la culture, par exemple. Et aussi pour différents services, donc des services de veille, des services R&D, des services juridiques, des services doc. Et mon rôle chez Quantica, donc moi je suis product manager, donc j'interviens sur la conception du produit et notamment sur tous les aspects centré utilisateur, voilà, avec une forte expertise autour de tout ce qui est du design des interfaces. Parfait, merci Louis-Marc. Ok, merci Marion. Du coup, alors IXO, donc je suis Louis-Marc Pérez, directeur général adjoint de la société IXO. IXO, c'est un éditeur de logiciels d'une suite logicielle qui permet de mettre en place des dispositifs de veille stratégique, veille concurrentielle, veille technologique, veille marché. Dans la veille marché, on va retrouver aussi évidemment du réglementaire. Nous travaillons avec des grands comptes et des ETI, principalement sur des pays francophones pour le moment. Nous travaillons régulièrement avec des cellules de veille orientées innovation, R&D, marketing. C'est normal, ça cadre avec les cas d'usage de notre solution. Voilà, nous sommes basés à Lyon. Des bureaux sur Paris vont réouvrir dans pas longtemps. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, je suis directeur général adjoint. Je m'occupe aussi de la partie commerciale et marketing chez IXO. Voilà, on existe depuis une bonne quinzaine d'années, depuis plus de 15 ans. Très Et bien. nous sommes partenaires avec Quantica. Du coup, ça tombe bien pour ce webinaire, puisque on s'en était pas parlé, alors si, depuis une semaine, mais on n'avait pas échangé sur le sujet, mais du coup, on se retrouve sur cette partie qu'on connaît bien, c'est-à-dire la synergie, la symbiose aussi qu'il peut y avoir entre dispositifs de veille et base de connaissances. Eh bien, justement, là, je te repasse la parole en te demandant alors, donc, sur quel socle technologique on peut s'appuyer et quelles sont les bonnes pratiques que tu aurais à nous partager dans ce domaine pour orchestrer justement cette symbiose. Et là, je te donne la possibilité de présenter ton écran, normalement. Alors, ça doit être bon. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. On voit le fond de ton écran. Et du coup, est-ce que vous voyez la présentation là? Oui, c'est bon. Alors, Ah, ok, parfait. Alors du coup, je vais passer sur nos références, voilà. Et donc, quel socle technologique et alors, avant de parler de socle technologique, on va parler un peu de méthodologie. Et donc, pour réussir un projet de veille qui va permettre aussi d'alimenter correctement une base de connaissances et manipuler correctement les différentes informations et données qu'on va pouvoir passer à cette base de connaissances, il y a quelques points de projet qu'il faut évidemment
respecter, et notamment la préparation de projets, la planification, évidemment tout ce qui est notion de collecte, d'analyse et ensuite d'action. Donc vous reconnaissez tous le cycle, je dirais, vertueux de la gestion de l'information appliquée à l'intelligence économique et à la veille. Donc nous intervenons évidemment sur tous les je dirais, sur toutes les phases de ce que pourrait être un projet aussi, de mise en œuvre d'un dispositif de veille. Il est important que ces étapes en fait soient bien respectées, soient liées entre elles, et ça va permettre d'avoir une meilleure valeur ajoutée autour du dispositif global. On va parler de retour sur investissement si vous le voulez, mais c'est vraiment ce lien dans le projet, et qu'on doit retrouver après dans les différents outils, s'il y a différents outils. Et bien c'est un cercle vertueux et qui permet, je dirais, de passer les différentes étapes pour réussir son projet, à avoir une meilleure valeur ajoutée. Bon, on répond justement, les défis que l'on rencontre chez XO, vis-à-vis des cellules de veille, entre autres, ça va être, la multiplication des réglementations, de nouveaux formats, d'information. Évidemment, on parle pas tous, le coréen, le chinois et peut-être même pas, l'espagnol, et parfois l'anglais peut nous amener à des traductions ou des compréhensions parfois qui sont pas, tout à fait, nettes. On utilise plusieurs outils, dans les cellules de veille ou même dans les centres de documentation. Donc nous, on est là, justement pour amener, une bonne agilité, de pouvoir se connecter rapidement à des sources, de pouvoir analyser, ces informations, et d'améliorer la réactivité, des chargés de veille, mais pas seulement, participer à la valeur ajoutée complète du dispositif. Donc c'est les défis qu'on relève, on les relève avec notre plateforme. Voilà, je vais l'afficher d'un coup. Donc on a des outils de collecte, on va y revenir, hein. On a quatre outils complémentaires pour la collecte d'informations, et ces informations, eh bien, lorsqu'elles vont passer dans notre solution, on va être capable de les enrichir. C'est très important par la suite pour passer toutes ces informations, tous ces documents, et de pouvoir les passer ensuite à l'outil qui fera office de base de connaissances. Alors comme vous pouvez le voir sur le slide ici, on est capable de se connecter à des acteurs connus, hein, comme Microsoft, Google, bien évidemment, puis des acteurs un peu moins connus, mais connus en France, qui sont Jalios, Quantica. Alors j'ai pas mis, il y a aussi Helium, qui sont belges, il y a Jamespot, mais voilà, on est capable de pousser une information enrichie vers ces plateformes, ces digital workplace, pour permettre une acculturation. Et on va le voir après dans des exemples projets, de permettre, je dirais, à la communauté et aux collaborateurs d'avoir un point central où on va dire, eh bien, tu cherches une information sur un concurrent, récente ou ancienne, ça se trouve ici. Voilà, donc ça, c'est un point très important dans notre culture et dans les projets dans lesquels on travaille. 4 outils complémentaires de collecte, je vais les citer d'un coup: recherche web, smart web, bot, les panels de sources et les surveillances. Alors chacun de ces outils, en tout cas chez XO, a une fonctionnalité, enfin, ce sont des fonctionnalités, mais une mission assez précise. La recherche web, qui est un métamoteur chez nous sur plusieurs moteurs de recherche publics que vous connaissez tous, est capable de vous donner tout de suite sur quelques mots-clés, eh bien, je dirais des tenants et des aboutissants, puisqu'on a adjoint une technologie de clustering sur cette fonctionnalité qui permet de lire très rapidement l'information. C'est très utile pour détecter des tendances, de nouvelles tendances, de nouveaux mots-clés aussi, à mettre en place par la suite dans les thésaurus, les dictionnaires, et pourquoi pas aussi au niveau de sa veille et de sa fouille et de ses recherches enregistrées avec je dirais un langage booléen, hein. On peut rajouter des mots-clés trouvés par ces outils de recherche web euh, dans son plan de veille. Les smart web bots, j'y reviendrai dans le slide d'après, parce que ça nous permet de fouiller le web et d'aller au-delà du web visible, de s'attaquer à la longue traîne de Google, de pouvoir rentrer dans des moteurs de recherche, des bases de données, de trouver des informations qui sont sur des sites connus et qui pourtant ne ressortent pas régulièrement. Ça nous permet aussi de
d'assurer un sourcing automatique et de remonter de nouvelles sources d'informations sur différents sujets. Panel de sources, alors c'est quelque chose de plus classique, c'est de dire je connais mes sources d'informations, j'en ai peut-être 2000, 3000, 200, 300, 6000, peu importe, et je vais leur rentrer dans le système, et par contre je vais aller scruter ces informations régulièrement, je vais les indexer, donc ça veut dire que j'ai des abonnements, ça veut dire aussi que je respecte la réglementation du droit d'auteur, etc., etc. La notion de surveillance, c'est simplement de poser une sonde sur un site web et de voir s'il bouge, et donc d'être alerté en fonction de certains changements, pas uniquement des mots-clés, mais ça peut être de la structure ou des choses comme ça, c'est-à-dire la structure de page web, de nouvelles rubriques. Ces 4 outils permettent d'avoir, je dirais, de tendre vers l'exhaustivité. C'est important aussi pour une base de connaissances par la suite de se dire, je suis complet, j'ai regardé un peu partout, et finalement, je vais conserver telles et telles informations que je vais stocker dans ma base de connaissances. Voilà, on va pas garder, notre but, c'est pas de recréer un deuxième moteur de recherche gigantesque comme Google, même si on traite en entrant, on traite beaucoup d'informations, vraiment des centaines de milliers par jour, et du coup, voilà, c'est pas le but de ramener de l'infobésité, mais en tout cas, on a tous les outils pour accéder à l'information et récupérer de l'information. Alors, heu, les points clés qu'il peut y avoir, dans ce produit, enfin dans ce produit, pardon, dans le projet, ça va être la possibilité d'utiliser nos smart web bots pour, compléter ce que vous connaissez déjà, les sources que vous connaissez déjà, que ça soit du réglementaire, du scientifique et technique, que ça soit de la langue française, anglaise, espagnole, italienne, et cetera. On sera capable de trouver l'information, de trouver les sites qui vous intéressent et de pouvoir les intégrer par la suite dans des panels de sources. Autre possibilité, très intéressante pour réussir un bon projet, je dirais, de base de connaissances, c'est d'enrichir la donnée qui, à ce moment-là, n'est pas structurée. Hein. Donc, on enrichit de la donnée non structurée. Ça va nous permettre derrière d'avoir plus d'informations utiles et plus de données utiles. La notion de clustering qui va nous permettre aussi dans tout le cycle de gestion de l'information, de se dire par rapport à un corpus documentaire que je connais ou que je connais peut-être un peu moins bien, eh bien de me donner des nouvelles tendances, de nouveaux mots-clés, des choses que je n'aurais pas vues parce que ce n'est pas dans mon dictionnaire et ce n'est pas dans mon thésaurus. Alors justement, la transition est faite naturellement vis-à-vis des thésaurus et l'extraction automatique d'informations. On a des modules dans nos outils qui sont capables, une fois qu'on a collecté de l'information, et donc là je vous montre un exemple, sur une page web qui parle d'hygiène et de solutions de sanitation, c'est pour rendre l'air un peu plus respirable, on va dire. Et du coup, ce document est annoté de contenus qui sont dans ce propre document, et donc on est capable de détecter automatiquement que on parle d'Inde, c'est assez facile, on récupère la date de publication, la date d'édition. S'il y avait une date, par exemple 2022 ou 2025 qui était citée par rapport à une réglementation, on serait capable de, je dirais, l'identifier aussi, et donc de pouvoir la traiter comme une donnée par la suite. On est capable, comme on n'est pas basé à ce moment-là sur des dictionnaires, de découvrir qu'il y a une société qui s'appelle The Messy Corner. Alors c'est pas un grand compte, ils sont pas dans le CAC 40 ou ailleurs. C'est pas une ETI, c'est une start-up, je dirais, enfin en Inde qui permet de fabriquer des solutions et vendre des solutions pour le traitement de l'air. Alors, dans le cas de ce client, un thésaurus métier a été mis en place, et ce thésaurus, cette fois-ci qui est déterministe, puisque c'est un chargé de veille qui, avec les métiers, a construit ce thésaurus, est capable de dire, eh bien, quand je passe sur ce document, il sera aussi tagué avec des termes du thésaurus, comme sanitation, stérilisation, ultraviolet light, etc. Ce qui permettra de dire que sans forcément lire le document, la plateforme aura compris déjà tout un ensemble de points. On notera aussi qu'automatiquement, on est capable de sortir des notions de mesure et de monnaie, de currency.
Donc, l'information non structurée est enrichie. Une fois qu'elle est enrichie, eh bien, dans le moteur de recherche de la solution, on va être capable d'avoir une vision globale à l'aide de la clusterisation, où là, on va voir des tendances sur le fond documentaire. Donc là, c'est autodéterminé, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Il n'y a personne qui va créer ces catégories. On ne parle pas de thésaurus, là, on parle de cluster. Et sur ce fond documentaire, sans forcément lire tous les documents, on va voir qu'on va parler de, on a une date ici qui apparaît avec différents documents parce que l'outil a fait un paquet d'informations sur juin 2021. On parle d'hydrogène, pardon, hop, je reviens ici. On parle aussi de tests hydrogène, etc., etc. Donc, sans lire le contenu, on a un aperçu de ce fond documentaire qui a été collecté par la plateforme. Ces notions de clustering et aussi de thésaurus et de dictionnaire métier vont nous permettre de créer des dashboards métiers où on va pouvoir dire, eh bien, tiens, la semaine dernière, on a eu un peu plus de publications dans tel et tel domaine sur tout un ensemble de sources. Bon, ça, c'est assez facile. Et puis, on a été, dans ce contenu, on va voir cette semaine qu'on va parler de aircraft, d'hydrogène, alors que ça n'existait pas encore la semaine dernière, en tout cas dans le contenu qu'on collectait, ce n'était pas identifié. Et tout ça, ça vient automatiquement parce que ça a été extrait par un ensemble de processus, soit des processus métiers avec le dictionnaire client, soit des processus intelligence artificielle automatiques, et donc avec parfois quelques surprises. Ça nous permet aussi d'extraire ces données-là et de pouvoir ensuite les réutiliser pour faire un comptage sur différents, ou des matrices sur je dirais, différents domaines. Par exemple, voir la portée technologique d'une start-up ou ce genre de choses. Tout ce qui est données enrichies va permettre aussi de cartographier son écosystème à partir de contenus qui ont été collectés, contenus qui peuvent être des fichiers PDF, qui peuvent être des fichiers Excel, mais aussi des fichiers web, comme on l'a vu, des pages, des blogs, etc., peu importe. Ça peut être de la publication scientifique aussi, et on a des systèmes d'extraction, comme on l'a vu, où on va être capable de dire, ce fond documentaire, je vais le faire parler. Là, je sais que sur mes 60 ou 100 documents, on va parler de capteurs, on va parler de lumière UV, etc., etc. Et ça va vous permettre de naviguer dans le contenu d'une manière complètement différente et de faire des liens peut-être sur des choses que vous n'auriez pas vues et pas lues. En tout cas, ce sont des aides à l'analyse approfondie de fonds documentaires pour pouvoir ensuite faire des livrables et proposer des livrables à ces communautés qui peuvent être intéressants. Alors, le lien avec je regarde le timing. Le lien avec, je dirais, la base de connaissances, eh bien, on va le voir dans le projet, parce que la base de connaissances, via, en tout cas dans nos projets, via une interface de type portail, ça veut dire qu'il est assez user-friendly et assez facilement accessible pour le commun des mortels ou les collaborateurs dans l'entreprise, eh bien, en pratique, ça va, donc on va parler de deux cas là, donc chez Veolia, ça va permettre deux choses. Une première, c'est une accélération et une productivité améliorée des chargés de veille dans tout ce qui est produit de veille, collecte d'informations et analyse, le premier niveau d'analyse. Et le portail intégré, en fait, à tout le projet, va permettre de jouer le rôle de base de connaissances, parce que c'est une base de connaissances au final, et surtout le travail de la cellule de veille, ça va être d'apprendre à toutes ces différentes communautés, et il y en a quelques-unes chez Veolia, d'aller chercher l'information, je dirais, dans cette base de connaissances. Donc, il y a des outils qui peuvent venir aider, je dirais, la promotion de cette base de connaissances. Ça peut être des alertes email automatiques selon le profil de l'utilisateur. Ça peut être des newsletters concoctés par des analystes donc qui connaissent bien la maison et qui sont capables de recontextualiser aussi l'information, ou tout simplement, parfois, ça peut être pour une communauté, alors c'est pas tout à fait le cas dans ce projet-là, une communauté qui parle français, par exemple, on va s'attacher à traduire les titres, à peut-être réécrire une partie du document, ou enfin, en tout cas proposer une première analyse lorsqu'on va pousser ces informations. Donc on a bien un endroit centralisé où on est capable d'aller chercher de l'information sur telle technologie, sur tel événement, sur telle start-up, sur tel concurrent. En fait, ça se situe à un endroit.
Alors après, je ferai un point sur les 2 projets parce qu'il y a des points communs, même si enfin, ce sont 2 sociétés qui n'ont pas de lien entre eux a priori, je dirais. Le projet chez Aesio Mutuel, c'est un peu dans le même cas, pouvoir, je dirais, aller plus loin que ce que l'on voit, de la presse spécialisée et récupérer de l'information qui vient du terrain. Bon, je vais pas forcément prendre d'exemple, mais je sais qu'ils regardent beaucoup le spectre de veille chez Aesio Mutuel est très, très large et l'objectif du projet, c'est une acculturation sur tous les business, je dirais, qui peuvent entrer en compte dans le profil du métier d'Aesio Mutuel. Donc c'est très très large. Donc cette capacité de fouiller, d'être un peu plus exhaustif et d'enrichir l'information permet ensuite aux usagers, finalement, aux clients internes, très rapidement, avec la notion de tag, je me retrouve dans telle rubrique, ah, je vais regarder tel et tel concurrent. Donc ça me permet de filtrer, d'avoir une information qui est finalement très personnalisée et si je dois aller vraiment sur des clés de succès qui peuvent être des clés de succès très techniques finalement, c'est l'intégration avec le single sign-on, c'est-à-dire une authentification unique qui doit être, l'accès à ce portail doit être facile. L'accès à ce portail doit être à la fois personnalisé, mais doit ne pas perdre les utilisateurs. C'est-à-dire que c'est tout bête, hein, mais la présentation, la forme, la présentation du portail doit cadrer, et ça c'est on le voit dans tous nos projets, à la charte graphique de l'intranet. C'est-à-dire que les personnels, les collaborateurs ne changent pas d'environnement. Ils sont dans l'intranet et ensuite ils sont sur la base de connaissances, portail Intelligence, Information, ça dépend comment ça s'appelle, peu importe, mais c'est vraiment 2 clés qui sont importantes. Et pour réussir aussi son projet, je dirais, de base de connaissances et de veille, cette symbiose, il faut aussi préparer correctement l'amont, hein. Ça nous ramène au premier slide. En tout cas, tout ce type de projets ont été préparés dans le sens où l'équipe de veille connaît parfaitement les sujets et les personnes à qui il faut distribuer de l'information, enfin les projets qui en ont besoin. Alors c'est une lapalissade, mais ça permet d'anticiper pas mal de problématiques. Alors, il y a un point technique aussi et en pratique, comment on fait cette mise en place? Il y a un lien qui se fait automatiquement. Alors automatiquement ou pas, on va voir, on a plusieurs modes. Mais par exemple, avec Kentika, on a mis au point un connecteur. Alors on dit un connecteur intelligent, mais c'est un connecteur informatique avancé qui va nous permettre notamment de gérer correctement les métadonnées et les données qu'on va pousser au système en l'occurrence Kentika, et puis je passerai la main par la suite à Marion. Et du coup, c'est très important que techniquement, on puisse, par exemple, aligner les thésaurus. Dans un projet, on peut avoir parfois plusieurs thésaurus. À un moment donné, il va falloir dire celui qui est le thésaurus maître, ça va être le thésaurus qui est dans la base de connaissances Kentika ou le contraire dans la plateforme de veille XO. Donc ça, c'est dans le projet qu'on peut voir ça. Des notions de versionning aussi, d'information, c'est très important. Donc c'est un connecteur, c'est pas simplement un flux RSS qu'on va pousser dans une base de données ou dans une base de connaissances ou dans un portail, ça va un tout petit peu plus loin. Comment on met en place enfin, on a 3 modes de fonctionnement. Soit c'est un push document par document, le chargé de veille fait sa qualification dans ses thèmes et ses sujets, et puis à un moment donné, il va pousser, il dit ben ça va sur tel projet, ça va ici, etc., etc. Quasiment tous nos clients ont cet aspect de qualification manuelle d'information et de diffusion parce qu'il y a de la réécriture, etc., etc. On peut aussi mettre un processus par lot, c'est-à-dire que je fais ma veille, je dis je qualifie, je qualifie, je qualifie, puis à un moment donné, quand j'ai terminé, eh bien tout ça, je l'envoie directement au portail et c'est le connecteur qui va se débrouiller pour distribuer l'information, je dirais, dans les bons conteneurs. Et le dernier mode qui est complètement automatisé, c'est alors
pour automatiser, il faut quand même fournir un ensemble de choses, et notamment des règles pour automatiser certaines choses. Et ces règles, donc, qui sont pas très complexes, sont mises en place par les chargés de veille eux-mêmes pour pouvoir diffuser automatiquement de l'information dans le portail. Donc aujourd'hui, on a 20% de nos alors, chez nos clients, 20% de la veille de certains thèmes qui sont poussés automatiquement. Ouais, je dirais entre 20 et 30, mais pas beaucoup plus. Donc, on n'automatise pas tout. Voilà, j'ai fait le tour et je suis à 20 minutes tout rond. Voilà, tout ce que je vous ai montré, oui, je voulais simplement dire un truc parce que je ne l'ai pas dit. Notre plateforme de veille, en fait, est utilisée par nos clients, hein. Nous, on est éditeur de logiciels, donc c'est eux qui mettent en place, alors on les aide, hein, évidemment, mais qui peuvent mettre en place le sourcing, rajouter des sources de type API, rajouter des mots-clés, créer leur propre cartographie, leur propre thésaurus si c'est pas fait. Donc voilà, hein, c'est un mode do it yourself, on vous forme, on vous accompagne, et ensuite c'est le client qui fait. Voilà. Parfait. Parfait, merci Louis-Marc. Oui, je passe la main à Marion, et donc une fois qu'on est sur la base de connaissances Kentika, alors qu'est-ce qu'on peut faire en termes de traitement de toutes ces données issues de la veille et de diffusion? Je ne sais pas si c'est bon. Pour faire la transition donc avec Louis-Marc, donc à l'origine de ce partenariat qu'on a noué avec XO, et donc qui s'est formalisé par effectivement le développement d'un connecteur entre nos deux solutions, c'est vraiment cette alliance entre la surveillance du web d'une part et une diffusion qui va être ultra ciblée grâce à Kentika, et surtout la pérennisation de l'information dans un outil qui va être capable de fusionner à la fois des sources internes et externes. Quel que soit le domaine dans lequel on intervient, dans lequel on effectue un traitement, que ce soit voilà, dans la veille ou dans knowledge management, on va avoir ce triptyque où on va venir sélectionner l'information, l'indexer, la diffuser, et sur ce troisième volet, l'objectif, ça va être d'avoir vraiment la meilleure diffusion possible au moment où les utilisateurs en ont besoin. Donc pour ça, on va avoir deux modes de diffusion. D'une part, une diffusion push, donc ça va être ces modes de diffusion très ciblés, de type newsletter par exemple, mais il y en a également d'autres qu'on verra par la suite. Et le pull, où là, l'utilisateur, on ne lui amène plus l'information, mais c'est lui qui va venir la chercher. Et pour ça, il faut disposer d'outils qui vont être bien calibrés, proches de leur manière de penser, pour leur permettre de retrouver l'information dont ils ont besoin. Donc, pour prendre un exemple, on a un client qui est dans la veille stratégique militaire, où ils ont une base de connaissances de plus de 100 000 articles qu'ils alimentent au quotidien, et ce qui leur permet, via la diffusion, donc, de suivre l'actualité. Mais c'est aussi une base sur laquelle les collaborateurs reviennent extrêmement régulièrement, puisqu'elle va leur permettre de trouver les bonnes informations qui vont leur permettre de rédiger des nouvelles notes prospectives. Donc, on va voir une partie sur l'analyse. Donc, ça va être comment la base de données et ses outils vont permettre de donner une autre diffusion, des dimensions à l'information que lorsque l'information est hors de la base de données. Donc, le processus, il va s'appuyer sur deux règles. La première, c'est qu'un document n'est jamais seul, donc il appartient à un corpus et il va se caractériser par rapport à cet ensemble de documents. Et la seconde règle, c'est qu'un utilisateur n'est jamais seul. Et donc les actions de chacun, donc par exemple le temps passé à lire un document, ça va donner un renseignement sur l'intérêt potentiel de celui-ci, du document, pour d'autres utilisateurs. Donc, un document n'est jamais seul. Alors, tout d'abord, voilà, on va repositionner un peu la notion de document dans une base de données. Et les documents dans une base de données peuvent avoir une géométrie très variable. Un document, ça peut être très simplement une URL qui va renvoyer vers un article, par exemple.
Ça peut être un PDF qui va être en jet dans la base de données, mais qui viendrait d'une source externe. Ça pourrait être une note format Word rédigée en interne et qui va évoluer avec une notion de versionning. Ça peut être simplement une fiche de métadonnées qui va décrire un rapport ou un document physique, un ouvrage par exemple. Donc on a vraiment des documents à géométrie très variable qui vont cohabiter au sein d'un même ensemble. Et donc, ils s'analysent toujours par rapport à cet ensemble. Et donc, ça va se faire au travers des liens qu'on va créer entre les documents. Donc, ça peut être des liens qui vont être établis manuellement au travers des métadonnées. Donc, par exemple, je tag un URL vers un article et la description d'un rapport avec le même mot-clé glyphosate, parce que les deux documents parlent de glyphosate. Et donc, par là, j'ai établi un lien entre ces deux documents. Mais quand on traite des gros volumes de documents, des volumes importants, le gestionnaire n'a pas forcément le temps de venir établir ces liens manuellement, document par document. Et là, on va s'appuyer sur les outils de l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire l'extraction d'entités nommées. Donc, ça va être des noms d'organisation, des lieux géographiques, des noms de personnes, mais aussi des notions qui sont déclarées dans le thésaurus, on y reviendra. Et l'intelligence artificielle va également permettre, au-delà de ces entités nommées, d'analyser les contenus texte de chaque document et d'établir des proximités entre les documents, donc un autre type de lien. L'intérêt, c'est que quand on ajoute un nouveau document dans la base, qui a un auteur et que cet auteur est déjà connu dans la base, on a tout de suite une information sur le document. On va avoir la description de l'auteur dans sa fiche, on va avoir le fait qu'il est lié aux autres documents qui ont été rédigés par le même auteur, et on va avoir une information sur l'intérêt du document qu'on va déduire de l'intérêt des autres documents du même auteur. Donc, pour vous donner un exemple, on travaille avec le ministère fédéral de la Justice au Canada, donc qui sont une base de connaissances qui sert environ 1200 avocats qui vont avoir un fonctionnement qui va être proche de celui de grands cabinets. Et donc, cette base, elle mêle à la fois des décisions, donc beaucoup de décisions, la justice nord-américaine est très jurisprudentielle, et des productions internes, des analyses produites par des collaborateurs. Et donc, les utilisateurs, ils vont aller faire des recherches pour aller construire leur argumentaire en s'appuyant sur les décisions qui ont été prises dans des affaires similaires. Donc, ça, c'est la partie plutôt orientée jurisprudence, mais aussi aller consulter des analyses un peu plus fouillées réalisées par des contributeurs de la base. Et en fonction à la fois du profil de l'auteur, donc ça va être son ancienneté, par exemple, est-ce que c'est un auteur qui est junior ou est-ce que ça fait 20 ans qu'il exerce, on va avoir une information sur l'intérêt du document par l'information qu'on a sur son auteur, mais ça va être aussi en fonction de l'intérêt qui a été porté aux autres documents qu'a rédigé ce même auteur, qu'on va pouvoir déduire une information sur les nouveaux documents, parce que a priori, c'est des documents qui sont plutôt très intéressants, de référence ou plus anecdotiques. Et donc, la partie, l'intelligence artificielle va permettre d'établir des proximités entre le document. Et donc ici, sans avoir eu besoin de taguer, donc ici on a un document qui s'intitule comment la surconsommation nuit aussi au monde du travail. Donc là, c'est un document qui typiquement est simplement une URL. On n'a pas rapatrié l'article dans la base, et l'intelligence artificielle va pouvoir identifier typiquement, on voit sur la droite des documents qui traitent de télétravail sans qu'aucune intervention humaine n'ait été nécessaire pour établir ces liens-là. Donc ça va permettre de proposer aux utilisateurs d'autres documents sur la même thématique. Louis-Marc tout à l'heure a beaucoup parlé de thésaurus, et chez nous aussi, c'est vraiment une notion qui est très importante. Donc ça va permettre d'établir un vocabulaire qui va être partagé. Donc dans cet exemple, on va avoir 3 textes, un qui va parler d'Émile Ajar, le second qui va parler de Romain Gary, le troisième qui va parler de Romain Cassiou.
sans le recours à la base de données, qui sait que voilà, Romain Gary, Émile Ajar et Roman Cachou sont la même personne parce que le gestionnaire l'a déclaré au niveau de la fiche de l'auteur, on va pas pouvoir établir de lien entre ces documents s'ils sont pris à part de la base de données. Mais s'ils sont dans la base de données, on peut établir le lien entre les 3 documents puisqu'on sait que c'est les 3 mêmes personnes. Donc ça, c'est un exemple simple sur un nom de personne, mais ça va venir aussi s'appliquer aux organisations, aux technologies, par exemple, qui, elles, vont se retrouver dans le thésaurus et constituer ce vocabulaire partagé. Règle numéro 2, donc, un utilisateur n'est jamais seul. Donc, en fonction des actions qu'il va faire sur les documents, sur le portail, on va pouvoir en déduire des informations sur ce document. Par exemple, est-ce que le document lui a été présenté sur une liste et ensuite, est-ce qu'il a cliqué sur ce document? S'il a cliqué sur ce document, donc il a ouvert le document, est-ce qu'il a consulté les PDF, téléchargé les PDF? Ça veut dire que, voilà, a priori, l'information convenait et conforme, correspondait à ce qu'il venait chercher. Et étape suivante, on va analyser le temps de lecture qu'il va avoir passé en fonction de la longueur du document et déterminer s'il en a lu 2% et il est reparti, ou au contraire, s'il en a lu l'intégralité. Auquel cas, ça signifie que le document est plutôt intéressant et on va pouvoir comme ça lui donner un indice de lecture qui va donner une information sur son intérêt pour d'autres utilisateurs. Donc, seconde partie voilà, une fois qu'on a analysé notre information, qu'on l'a enrichie, qu'on a créé des liens avec les autres documents de la base de données, c'est comment on va pouvoir voilà, apporter cette information qui va être enrichie par le bon canal pour chaque utilisateur. Ça ne va pas forcément être le même d'un utilisateur à l'autre et au bon moment. Pour faire ça, on va s'appuyer sur des outils de diffusion sur profil. Donc, l'utilisateur va pouvoir, c'est un premier niveau, s'abonner à des sujets, choisir les sujets qui l'intéressent et s'abonner soit aux alertes, soit aux newsletters qui vont paraître sur ce sujet. Ou alors, c'est le gestionnaire qui va l'abonner parce qu'il pense que le sujet va l'intéresser. À un second niveau, il va pouvoir créer ses propres alertes à partir de recherches qu'il aura enregistrées. Ça, il va pouvoir personnaliser davantage son profil de veille. Donc ça, c'était le premier niveau de diffusion, donc par email, qui est un peu la modalité la plus évidente à laquelle on pense en la matière. Ensuite, donc non plus en push, mais en pull, l'utilisateur va retrouver cette information qui lui a été délivrée par email sur son portail web. Donc ça va être vraiment le point d'entrée unique sur la base de connaissances qui va lui donner accès à une information qui va être décloisonnée avec une expérience utilisateur qui va être pensée pour lui, qui va être fluide. Donc il va pouvoir sur ce portail web à la fois donc continuer de suivre l'actualité et consulter sa veille. Il va pouvoir également collaborer à l'enrichissement de la base de connaissances en partageant des informations dont il dispose, qui vont être des informations à forte valeur ajoutée. Et on va pouvoir analyser son activité pour lui proposer des contenus qui vont être toujours plus ciblés. Et enfin, là plutôt en push, au-delà de l'email, on va avoir aussi des moyens qui vont être offerts par les technologies d'interopérabilité pour apporter l'information au plus près de l'utilisateur, donc dans les solutions qu'il utilise déjà au quotidien. Donc là, on a une panoplie d'outils d'interopérabilité, donc à commencer par une API, par exemple, qui va permettre
pousser les connaissances, les produits de veille, les produits de la veille qui sont indexés dans Kentika, dans un intranet, dans un site institutionnel, dans un outil métier. Et ensuite, avec toutes les informations qu'on aura collectées par la diffusion et par l'activité qui sera celle des utilisateurs sur leur portail, on va pouvoir commencer à construire un modèle prédictif. Voilà, l'utilisateur, on va chercher à prédire quels sont les sujets qui vont, quels sont les documents qui vont l'intéresser. Pour ça, quand un utilisateur lit avec attention un document, il est probable qu'un document qui a été identifié donc, comme proche de celui-ci va également l'intéresser. On va pouvoir ainsi prévenir automatiquement l'utilisateur quand un tel nouveau document est ajouté à la base de connaissances. On va pouvoir aussi rattacher l'utilisateur à la notion à des communautés. Donc, et l'appartenance de chacun à des communautés va permettre de faire bénéficier à chaque utilisateur de l'expérience des autres membres de sa communauté. Donc, une communauté, ça peut être les personnes de mon service qui font naturellement partie de ma communauté, ou ça peut être les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et on va s'appuyer ensuite sur les actions des utilisateurs de ma communauté pour venir me proposer des documents qui probablement vont m'intéresser parce qu'ils ont intéressé d'autres personnes de la même communauté que moi. Le second volet dont je voulais vous parler, c'est la partie recherche, qui est vraiment un enjeu très fort des bases de connaissances. Donc l'enjeu, c'est de permettre à chaque utilisateur de trouver rapidement la bonne information dans des masses importantes de connaissances. Si je fais une recherche parmi 1000 documents et que la recherche me ramène 10 documents, c'est assez facile pour moi de lire les 10 titres et d'identifier rapidement quel est le document le plus intéressant par rapport à ce que je suis venue chercher. Maintenant, on transpose le modèle sur des bases de connaissances qui vont contenir des gros volumes de documents, qui vont contenir 100 000 documents, par exemple. Sur une même recherche, elle peut me ramener 1000 documents. Et là, ça devient beaucoup trop pour que l'intelligence, pour que l'humain puisse le traiter dans des temps raisonnables. Donc, il devient nécessaire de s'appuyer sur des systèmes de classement qui vont faire remonter en tête de liste les documents les plus importants pour l'utilisateur. Et donc, pour ça, on va s'appuyer notamment sur le calcul de la pertinence d'un document. Cette pertinence, elle va avoir 3 dimensions. La pertinence du document par rapport à la recherche effectuée. Donc, ça va être est-ce que le mot que j'ai recherché est présent dans le titre, dans le contenu, est-ce qu'il est présent une fois ou plusieurs fois, est-ce qu'il est présent dans les mots-clés. Voilà, ça va permettre déjà de définir par rapport à la question posée par l'utilisateur, est-ce que le document est intéressant. Ça va être aussi de prendre en compte la pertinence intrinsèque d'un document. Un article d'actualité n'a pas forcément la même valeur informationnelle qu'un rapport, par exemple. Ou un article récent ne va pas avoir la même valeur informationnelle qu'un article ancien. Donc, on va tenir compte de la pertinence intrinsèque d'un document, la pertinence a priori d'un document. Et enfin, on va tenir compte de la pertinence du document par rapport au profil de l'utilisateur. Est-ce que le document traite d'un sujet auquel je suis abonnée dans ma veille, par exemple. Et pour ça, on a besoin d'un système sophistiqué et surtout réglable par le gestionnaire parce que chaque fond documentaire va être unique. Et donc, on a besoin de pouvoir préciser par rapport à son fond documentaire qu'est-ce qui va faire qu'un document est plus intéressant qu'un autre. Je prends l'exemple des collectivités, ils vont avoir des utilisateurs avec des centres d'intérêt très variables. Un
un agent qui va être en charge des ronds-points, lui, un document qui traite de la réglementation sur la voirie, il faut qu'il le voit très rapidement. À l'inverse, un élu va beaucoup moins s'intéresser à un document de réglementation sur la voirie. Par contre, la photo du maire à l'inauguration du gymnase, ça va l'intéresser pour voir s'il est bien en pole position sur la photo qui a été diffusée. Et c'est des documents qui vont aussi avoir des durées de vie très différentes. La fameuse photo de l'inauguration du gymnase, elle va avoir une durée de vie très courte. Au bout de 2 jours, ça n'intéressera plus personne. Par contre, la réglementation, elle va avoir une durée de vie qui va être très longue, puisque dans 10 ans, il y a un problème qui est survenu par rapport à un rond-point qui a été construit il y a 10 ans. On va vouloir savoir quelle était la réglementation en vigueur à l'époque. Et donc là, voilà, on va avoir une antériorité qui va être beaucoup plus importante. Donc pour tenir compte de ça, voilà, on va pouvoir définir en fonction des temporalités la pertinence intrinsèque a priori d'un document. Et on va aussi combiner ça avec la notion de profil de conservation. Le profil de conservation, ça va être de dire, notamment quand on a une base de connaissances qui est alimentée par la veille, il y a des documents qui sont conservés dans la base pour 1 mois, 6 mois, 2 ans, toujours, en fonction de la durée de leur valeur informationnelle. Est-ce que voilà, tous les documents n'ont pas d'intérêt à être conservés dans la base? Et la qualité de la recherche, donc elle va aussi repose sur des outils puissants d'une part en termes de traitement du mot, traitement du langage, traitement des langues, et pour tenir compte justement des spécificités de chaque base, elle va s'appuyer sur le thésaurus qui va permettre, voilà, ce qui va être votre vocabulaire et qui va permettre d'affiner les résultats de recherche. Donc dans le thésaurus, on va retrouver des technologies, des organisations, des marques. Ici, par exemple, le fait que dans notre thésaurus, on ait indiqué que Stellantis est un alias de PSA et que Peugeot est une marque rattachée à Stellantis, va permettre que, dans un second temps, au niveau des recherches, on va pouvoir proposer à l'utilisateur d'étendre à l'une ou l'autre des notions. Donc voilà, donc c'est vraiment ce langage contrôlé qu'est le thésaurus, ce vocabulaire partagé. Il va avoir des bénéfices à 2 niveaux. On l'a vu tout à l'heure a priori au niveau de l'indexation et a posteriori ici au niveau des recherches. En termes de recherche, qui fait quoi? Donc on a en premier lieu l'être humain qui est toujours au cœur du système, qui va déclarer que par exemple Orange et France Télécom sont en fait la même entreprise. On va avoir l'intelligence artificielle qui va aller automatiquement dans les contenus des textes identifier les noms d'organisations, que ce soit Orange ou France Télécom. On a la recherche plein texte qui va aussi aller retrouver toutes les occurrences des différents noms dans les contenus des documents. Et c'est la combinaison de ces 3 niveaux qui fait qu'on va pouvoir proposer une recherche vraiment qualitative. Et surtout, une recherche qui va être adaptée à la nature de chaque base de connaissances. Et enfin, on va reprendre une citation de Léonard de Vinci, donc la simplicité et la sophistication ultime. Pour créer des applications qui permettent une bonne gouvernance de l'information, on fait appel à un nombre très important de technologies qu'il faut savoir maîtriser. Donc, ça va être de pouvoir proposer un portail web qui va être très facile à construire parce qu'on s'appuie sur des composants. Ça va être un savoir-faire important dans l'emailing et l'emailing sur profil, où là, on va diffuser on a des bases qui diffusent des volumes qui sont en milliers de mails différents puisqu'ils sont personnalisés pour chaque profil d'utilisateur.
Ça va être toute la partie gestion de la base de données, ça va être de pouvoir maîtriser, d'avoir un ou plusieurs thésauristes qui cohabitent dans la base, la gestion des métadonnées, le fait de pouvoir suivre des fils RSS, de gérer du XML, du CSV, des web services, des API, et je vous épargne la liste longue et à la Prévert. Voilà, d'avoir des traitements du langage qui vont reposer sur la lématisation, les élisions, les traductions, de pouvoir proposer des traductions automatiques de qualité, de pouvoir effectivement, on parlait de SSO tout à l'heure, de synchroniser avec les annuaires de personnes et mettre en place une authentification automatique des utilisateurs sur leur portail. Voilà, c'est vraiment un nombre très important de technologies qui sont à maîtriser pour pouvoir proposer des applications qui vont permettre une bonne gouvernance de l'information, comme c'est le cas chez Kentika. Parfait, merci Marion. Mais alors, il me semblait que tu avais un projet client à nous partager dans la veille juridique. C'est pas le cas? Alors, je les ai évoqués un peu au fur et à mesure, Oui, plutôt que de faire un focus spécifique. Voilà. J'ai plutôt essayé de vous parler de plusieurs problématiques concrètes clientes au fur et à mesure de ma présentation. D'accord. Alors, écoutez, c'est le moment des questions. Alors, n'hésitez pas à les poser à Louis-Marc et à Marion. Mais alors, Marion, moi, je t'avouerai que la question, en attendant les questions de ceux qui nous suivent, c'est cette idée de pertinence. Je t'avoue que là, j'ai pas tout à fait compris comment cette pertinence était paramétrable. Je t'avoue qu'à un moment, tu m'as perdu. Donc la pertinence, son objectif, c'est sur une recherche où on va avoir un nombre de résultats important, de pouvoir classer les documents les uns par rapport aux autres pour que les documents qui intéressent le plus l'utilisateur arrivent en tête de liste. On sait qu'en termes d'usage par rapport à la recherche, l'utilisateur, si on a de la chance, ira en page 2, il n'ira pas en page 3. Donc il faut vraiment que les documents clés apparaissent dès le début de la liste. Et pour ça, on va donc calculer une note de pertinence qu'on va personnaliser puisque on va pouvoir préciser sur la présence des mots dans quel champ de la fiche descriptive ou des contenus de texte intégral on a retrouvé l'expression recherchée par l'utilisateur, de dire en fonction de où on l'a trouvé, quel poids ça va venir donner au document, et de prendre en compte aussi dans cette note-là la nature du document, c'est-à-dire de dire, bah oui, un article qui a 6 mois va être a priori moins intéressant, puisqu'un peu obsolète, qu'un article qui a 1 semaine sur le même sujet. Ça va être aussi de prendre en compte que, a priori toujours, un rapport va être plus intéressant qu'une actualité, qu'une brève, par exemple. Voilà, c'est de venir prendre en compte ces diverses dimensions et les utiliser pour définir ce classement des documents, pour qu'on vienne vraiment retrouver en tête de pont les documents les plus importants. Si je reboucle avec mon exemple du ministère fédéral de la Justice au Canada, cette question d'auteur de référence en fonction de l'ancienneté, par exemple, mais aussi en fonction de l'intérêt que les utilisateurs ont porté aux documents qu'ils ont précédemment publiés. Là, on va pouvoir indiquer l'objectif, c'est vraiment d'injecter ça dans la pertinence, donc pouvoir dire, voilà, en fonction de l'intérêt des documents précédents, de l'ancienneté de l'auteur, les documents futurs, les documents sur lesquels il est tagué, donc les documents qui viennent de cet auteur, vont être plus ou moins importants par rapport aux documents qui viennent d'un autre auteur. Et ça va être de venir prendre en compte vraiment une grande variété de facteurs pour arriver à un classement qui va être le plus fin possible. Je ne sais pas si c'est... Si, alors moi, je commence à bien cerner. Donc, justement, une question pour rebondir sur ce sujet de la pertinence. Est-ce que dans la pertinence, on prend en compte aussi le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire en fonction de son service dans l'entreprise, par exemple? On prend en compte son profil et là, on peut prendre en compte, donc effectivement,
le document a été produit par un collaborateur du même service. Là, on va pouvoir dire, a priori, ça c'est un document qui va intéresser davantage l'utilisateur. Ou bien, c'est un document qui traite d'une thématique auquel il est abonné dans sa veille. Probablement que c'est une thématique qui va l'intéresser et que donc le document est intéressant par rapport à cet utilisateur, mais peut-être qu'il peut l'être moins par rapport à un autre utilisateur qui l'a pas mis dans sa veille. Donc on va aussi pouvoir personnaliser en fonction du profil de l'utilisateur. Une question pour Louis-Marc. Dans l'exemple de Veolia, la plateforme qui agrégeait les bulletins de veille, parce que c'était marqué en complément des bulletins de veille apparemment. Ouais. Il y a quoi d'autre? C'est un intranet? C'est une digital workplace? C'est quelque chose, comment il se présente? Si vous voulez, ça ressemble plus à une digital workplace. En termes d'interface, oui, c'est un ensemble de rubriques accessibles avec un super moteur de recherche. Donc voilà, qui peut aussi distribuer des alertes mail et notamment sur la pertinence, on peut régler pas mal de choses aussi. Je reviens sur ce point-là. Ça peut être intéressant. On peut modifier la pertinence d'un document. Donc on peut, si vous voulez, on peut tricher avec la pertinence et on peut mettre des documents, les faire remonter en tête de liste, en fait, comme un peu je dirais les publicités Google. Voilà, donc on peut modifier la pertinence d'un document et pour répondre à votre question, oui, ça ressemble à un intranet parce que les gens naviguent dans l'intranet et puis à un moment donné, donc ils ont un accès au portail intelligence. Alors il s'appelle pas comme ça, il a un autre nom, Information and Intelligence Portal, c'est quand même, je crois. Et du coup, toutes les communautés se raccrochent finalement à chacune de leurs rubriques. Donc l'accès peut être personnalisé ou pas, ça dépend de ça. Mais oui, en termes d'interface, c'est très simple à utiliser. Ouais, ça ressemble à on va dire à un intranet, mais c'est peut-être un peu mieux organisé. Ça peut ressembler aussi à une digital workplace, sachant qu'il y a la digital workplace, il y a aussi des notions d'applicatifs extérieurs ou d'applicatifs qui pourraient se lier. C'est pas le cas dans ce projet-là. D'accord. Alors, une autre question en termes d'adhésion des collaborateurs autour d'une plateforme justement de gestion des connaissances et de, on va dire, marketing entreprise. Est-ce que vous observez, est-ce qu'il convient de lui donner un nom, justement comme chez Veolia? Est-ce qu'il convient de lui donner un nom particulier? Je sais pas. Oui, le nom, il a un projet. Alors, je continue, après, je te passe la main, Marion. Je fais rapide. Oui, il y a un projet, il y a un nom, il y a une envie, il y a une direction qui est donnée. Il y a des objectifs, effectivement, selon les panels de sources et selon les informations que l'on va stocker. Une information scientifique et technique et réglementaire, par exemple, on va la garder plus longtemps qu'une actualité. Et ça, on va aligner aussi la durée de l'information avec la base de connaissances. Il faut qu'il y ait à un moment donné, attention, hein, cette information on la garde parce que c'est pas une information volatile, on en aura sans doute besoin pour faire un état de l'art, pour faire ce genre de choses. Donc voilà. Mais oui, il faut le nommer, il faut le marketer. C'est mieux quand il y a un petit nom, s'il y a un petit logo, c'est sympa aussi. C'est de la communication, hein, je dirais, mais pareil. On passe du temps avec nos clients, avec les cellules communication, où ils nous disent, bah voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Si on a un CSS, c'est mieux. Et puis on met cette charte graphique sur le portail, que ce soit un portail Quantica ou en tout cas on peut le faire avec Quantica et c'est pour ça qu'on est aussi partenaire, c'est qu'on peut brander le portail vraiment comme un intranet client. On perd pas l'utilisateur dans les habitudes de navigation, ils ont les mêmes logos, les mêmes noms de menus, ils retrouvent leur BU, etc. C'est beaucoup plus facile. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on constate également, hein. Il y a toujours un nom et qui va faire référence, qui va être partagé par les utilisateurs. Ça va aussi aller avec la création en termes de diffusion de la veille de rendez-vous. De savoir que tous les vendredis matins à 11 h, on va recevoir notre newsletter de veille de l'outil en question. Donc voilà, ça va être vraiment dans la partie fidélisation
Mais il y a la première partie avant de fidéliser, hein, c'est la partie conduite du changement. Et donc là, effectivement, dans les éléments qui sont très importants, on va avoir donc effectivement communiquer autour de l'outil, hein, pour indiquer aux utilisateurs qu'il est créé, qu'il existe, mettre les raccourcis sur leurs outils habituels et mettre en place une bonne démarche de ce qu'on appelle l'onboarding. Donc ça va être la prise en main de l'outil par les utilisateurs pour voilà, le guider dans sa première utilisation, pour découvrir les outils qui sont mis à leur disposition. Ça va venir aussi par le fait d'avoir une page d'accueil bien structurée qui va rapidement présenter quelles sont les ressources qui sont mises à disposition, d'avoir une navigation qui va être très claire, notamment quand on a des gros volumes de données hétérogènes. Hein, c'est la manière dont le découpage l'angle qu'on va proposer sur le corpus documentaire va être vraiment très important pour que les ressources qu'on va trouver ce soit limpide pour l'utilisateur, qu'il sache ce qu'il vient chercher, ce qu'il va trouver. Et enfin, effectivement, de mettre le portail à la charte de l'entreprise ou à sa propre charte. Ça arrive aussi hein, qu'on nous demande ça. Mais voilà, avoir vraiment quelque chose qui va être cohérent, un portail qui va être suffisant, qui va être agréable à utiliser. Aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise, et notamment quand on est vecteur de l'information, c'est très important voilà, d'avoir un design qui va être épuré, qui va être élégant. Et ça va aussi être c'est important d'une part parce qu'effectivement aujourd'hui la plupart des outils numériques prennent ça en compte, l'utilisateur y est habitué, et d'autre part parce que ça va venir renforcer l'impression de fiabilité. Une information qui va être présentée avec un design qui va avoir 10 ans, avec des choses qui vont pas être calées, ça donne l'impression que l'information elle est pas tout à fait fiable. Donc ça vient aussi là-dedans, c'est vraiment pas qu'une considération esthétique. D'accord, je comprends. Bah écoutez, merci à tous les deux pour tout. Oui, un complément aussi, ça permet une bonne interface et quelque chose que les gens connaissent. Quand ça tombe sous le sens, ça permet d'éviter des frais de faire les frais de formation, d'explication. Aujourd'hui, la plupart des bases de connaissances que l'on met en place, des portails de veille qui jouent ce rôle-là, il n'y a pas de formation lecteur, quoi. Ça tombe sous le sens. Entendu. Entendu. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à contacter Marion et Louis-Marc en vous rendant sur leur site respectif. XO, c'est xo.fr. Louis-Marc, c'est ça? Oui, c'est ça, xo.fr. Et Kentika. Kentika.com.